Bon, let's go. Donc il reste peu de temps. J'espérais faire tout ça en 1 heure. Et ça nous a pris 2 heures. Et ce que j'espérais faire en 2 heures, maintenant il va falloir le faire en 1 heure. Si tout va bien. Alors, du coup, donc vous avez compris l'idée. Clairement, d'un point de vue relativiste, ceci ne peut être que la première composante d'un ensemble d'équations, enfin d'équations entre grandeurs objectives, spatio-temporellement objectives, donc de rang 2 en l'occurrence. Et donc, Einstein cherche des équations, oui, sachant que le tenseur dont la composante T00 est la densité d'énergie, c'est le tenseur énergie-impulsion qu'on peut définir de façon un peu heuristique comme ça, mais qui est présent dans le paysage, je dirais, de la physique. Simplement, donc, l'idée, c'est de dire que ça, c'est aussi la composante 0,0 d'un tenseur qui représente la gravitation. Et donc, si la gravitation est associée à la forme de l'espace-temps, à la courbure, l'idée, c'est de former un tenseur ici de rang 2 qui est associé à la courbure. Et donc, Einstein dit, alors avec ici un facteur de proportionnalité, ça dépend des unités qu'on veut prendre, etc. Einstein dit, ça tombe bien, un tenseur de courbure, il y en a un, c'est le tenseur de Ricci. Et Einstein écrit ces équations-là en 1911, 1912. Et là arrive tout de suite un problème, c'est que le tenseur énergie-impulsion, on dit qu'il y a une conservation de l'énergie, en tout cas vérifie l'équation nabla-mu T-mu-nu égale 0, qui correspond localement à une conservation d'énergie locale. Si vous l'écrivez, conservation de l'énergie et de l'impulsion aussi, sur les 4 composantes, donc des 4 aspects ici. Donc ça, c'est égal à 0. Or, si vous écrivez ici R mu, vous vous rappelez ce que c'est qu'R mu, hein, c'est la contraction A nu du tenseur de courbure de Riemann qu'on a introduit, qui est un truc qui se définit directement à partir de la connexion. En l'occurrence, la connexion dérive d'une métrique, mais en tout cas, vous avez une connexion, vous avez un tenseur de courbure, c'est ça qui vous définit. Donc, vous avez la connexion, vous avez donc les géodésiques, vous avez les coefficients de Christoffel, donc vous avez vraiment... il est parfaitement possible vous décrivez l'ensemble des trajectoires dans un espace en courbe à partir de ce tenseur-là. Vous voulez un truc de rang 2, ça tombe bien, il y en a un qui est à disposition, vous contractez ces 2 indices et vous avez R mu. C'est assez naturel de poser ça. Oui. C'est le seul moyen qu'on a avec le tenseur de... Oui, alors on pourrait contracter avec un autre, mais en fait, donc, les autres contractions, vous pouvez a priori contracter avec les 3. Pourquoi celle-là? Alors en fait, c'est qu'en fait, c'est la seule... les autres, soit elles font 0, soit elles font moins ça. En fait, il n'y a qu'une seule grandeur. Donc, par convention, on prend celle-là. Mais si vous contractez avec une autre, ça va vous donner moins ce tenseur-là. Du coup, vous avez juste à mettre moins là. Enfin, il n'y a qu'une seule grandeur de rang 2 que vous formez à partir de ça. C'est ce R mu là. Donc, le truc est présent. C'est raisonnable d'écrire une chose comme ça. Sauf, comme je le disais, que nabla mu de T mu nu, c'est 0. Par contre, nabla mu de R mu nu, c'est pas 0. Il suffit de le calculer et vous voyez, ça ne le fait pas. Donc, ça ne peut pas être ça. Et donc là, on peut tâtonner un peu, on peut dire oui, mais si je rajoute ça, si etc. Et bon, Einstein arrive à, malgré tout, R mu nu. Donc, si vous faites ça, si vous faites à la place, vous faites ça, R, qui reste un tenseur de rang 2. R, c'est un scalaire, c'est le scalaire de Ricci. Hein, donc, vous vous rappelez ce que c'est que R, c'est rien d'autre que... c'est GAB, RAB, si vous voulez. Donc RAA, si vous mettez un des AO, enfin bref, c'est le
le torseur. Alors, vous avez besoin d'une métrique pour faire ça, mais ça tombe bien, on a une métrique. Donc, si vous écrivez ça à la place, eh bien, enfin, la particularité de ça, c'est que ça, donc si on appelle ça G mu, on a bien nabla mu, alors si je remets les indices en haut pour avoir le nabla ici, on a bien ça qui vaut 0, et tout va bien. Et ça, ce sont donc les équations d'Einstein, ça marche. Donc Einstein écrit ça, 1915, publié en 1915-1916. Et bah, c'est joli, c'est très bien, bravo, ça marche. Mais effectivement, Hilbert a une autre approche à de ce problème-là. Hilbert sait comment obtenir un tenseur qui est automatiquement de divergence nulle en le dérivant justement d'un principe variationnel. Et donc, l'idée qui est infiniment plus élégante et plus profonde d'un point de vue physique, mathématique bien sûr, et physique aussi, c'est de se dire que toute la dynamique en physique est décrite par un principe de moindre action. S égale somme, donc S tot égale... Alors on avait L des champs plus L de la matière plus, enfin tous les L d'interaction. On a vu avant, ce qu'on a vu avant, c'était avec électromagnétique libre ici, plus L de particules. Après, vous pouvez mettre autant de particules que vous voulez. Vous pouvez imaginer autant de types d'interactions que vous voulez. Vous rajoutez des termes, tout ça va très bien. Racine de moins g d 4x. Pouvoir l'intégrer. Voilà. Et vous écrivez delta S tot égale 0. Donc, je vous rappelle, donc ça dépend de A mu moyennant une métrique. Ça dépend de x gamma moyennant une métrique. Les interactions pareilles. Ça dépend du coup des deux, de A mu et de x gamma moyennant une métrique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais en fait, si effectivement l'espace-temps, enfin la géométrie de l'espace-temps est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qui vérifie des équations de champ, l'idée, c'est de faire découler ces équations de champ directement de la même idée, en rajoutant simplement ici, plus un Lagrangien de l'espace-temps, une densité de Lagrangien de l'espace-temps, qui va dépendre donc de G, de la métrique, quoi. Voilà. Et vous me direz, et l'interaction? Ben, l'interaction, elle est là-dedans, justement, en fait. Alors, donc, maintenant, l'idée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce point-virgule, il devient une virgule, en fait. C'est plus quelque chose qui est là, passif, dans le fond, qui est là, il y a une certaine métrique, et il y a une dynamique dans l'espace-temps, les particules, les champs vivent dans cet espace-temps avec la métrique qu'il y a, et puis donc ils ont leur propre dynamique, et donc leur principe de moindre action, etc. L'idée, c'est de se dire que la métrique elle-même, c'est une variable dynamique comme une autre, et donc, du coup, pour avoir ça, là, vous devez avoir delta S égale 0 en variant n'importe quoi, toutes les variables dynamiques. Donc, voilà, vous avez un delta mu, vous avez un delta x gamma pour toutes les particules que vous voulez, et puis vous avez également un delta G. Et donc, si vous variez S par rapport à la métrique, ce terme-là
va vous donner, par exemple, vous imaginez qu'il n'y a pas d'autre champ de matière, vous mettez tous les autres Lagrangiens nuls, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de champ, donc vous regardez juste la partie spatio-temporelle, et ça va vous donner, alors si vous variez, si vous faites delta L de l'espace-temps sur delta G mu nu comme ça va vous donner un certain, justement, G mu nu, voilà, un certain tenseur. Un certain tenseur, très bien. Et donc, la question, c'est, OK, très bien. Alors, en fait, il va y avoir un sigmoin, il va y avoir des termes, enfin, en tout cas, ça va vous donner un certain tenseur. Après, l'ajustement entre, enfin, le couplage entre la géométrie et la matière, ça dépend, il y a un facteur ici, alors il a des dimensions qu'il a, donc vous pouvez mettre des C comme vous voulez. Essentiellement, ça dépend de l'intensité de la force de gravitation. C'est-à-dire, une masse, ça dévie beaucoup une particule, donc ça courbe beaucoup l'espace ou pas beaucoup. Ça, il y a une constante universelle, qui est la constante G, la constante de gravitation. C'était pareil avec Newton. On met une masse, il y a un champ en 1 sur R2. OK, mais combien? Bah, il y a une constante de gravitation universelle, G. Ça vaut ce que ça vaut. Donc là, c'est pareil. Hein, il y a un facteur entre les deux qui dépend de G, enfin, qui dépend de comment la matière affecte, enfin, pour une masse donnée, comment ça affecte la courbure. Bon, bah, il faut juste mesurer. C'est une constante de la nature. Il fallait bien que ça vaille quelque chose. Donc, en fait, vous pouvez toujours décréter que ça vaut 1, moyennant un bon choix d'unité. Donc, c'est pas... Toujours est-il que... Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça vous donne un tenseur. Oui, et donc la question maintenant, c'est, d'accord, je mets quoi ici dans l'espace-temps? Enfin, pour la densité de Lagrangien de l'espace-temps. Enfin, le Lagrangien de l'espace-temps. Réponse. Je veux un scalaire. Un scalaire. Comme pour toutes les autres, enfin, j'intègre un scalaire. Je veux un scalaire et je veux que ce soit lié à la métrique et à la courbure de la métrique, puisque je dis que la gravitation, c'est justement la courbure de métrique. Je veux un scalaire lié à la courbure, et la réponse, enfin, la question, c'est donc, qu'est-ce que je peux prendre? Eh bien, si vous voulez un truc, donc vous voulez un scalaire qui dépend de G, c'est ça, votre élément dynamique, c'est G. Évidemment, si ça dépend de G, vous pouvez le varier par rapport à G, il ne va pas se passer grand-chose. Qui dépend de G, qui dépend de ses dérivées premières et de ses dérivées secondes. Sachant que enfin, ouais, je ferai une remarque après. De telle sorte que, enfin oui, donc, qui est lié à la courbure, puisque c'est la courbure qui vous fait, changer les géodésiques. Ben, en fait, quand vous regardez ça un peu droit dans les yeux, vous apercevez qu'il n'y a pas le choix. Et on n'a qu'un. C'est R. C'est lui. Alors, si vous voulez aller avec des dérivées troisième, quatrième, vous pouvez former des choses plus compliquées. Mais si vous en tenez à l'ordre 2, vous n'avez pas le choix. Vous avez R. Et donc, Hilbert dit, bah, on va prendre R. Tout simplement. Et donc, le Laplacien, le Lagrangien de l'espace-temps, ben, c'est R. Si je fais R menu, par exemple, si je contracte R menu avec lui-même, ce sera un terme d'ordre supérieur, c'est ça? Oui, oui. Donc R, c'est vraiment le plus simple, le plus fondamental, le plus... Oui.
Encore une fois, si vous en tenez à l'ordre 2. En tout cas, c'est le truc le plus simple qui vient, quoi. Donc, essayons ça. Attendez, qu'est-ce que je... Non, mais... Attendez. Excusez-moi une seconde, une petite seconde. Je suis pris d'un... Pardonnez-moi. Voilà. Oui, non, c'est ça. Ok, j'ai eu une frayeur. Ok, non, donc voilà. Ok, et donc si vous mettez R là et que vous faites la variation par rapport à G menu, je vais effacer là, ben, vous obtenez ici justement R menu moins 1,5 de R G menu. Bon. Enfin, vous obtenez l'opposé de ça, et bon, bref. Ok. Donc, ça vous donne directement ça. Et donc, c'est une façon de retrouver les équations d'Einstein autrement. Alors, retrouver les équations d'Einstein à condition que, donc, en fait, vous avez G menu égale 0 si pas de matière. D'accord ? Donc ça fait sortir le bon tenseur qui va ici, qui va côté gauche de l'équation. Mais en fait, cette perspective est riche aussi, enfin, est profonde aussi par le fait qu'en réalité, elle vous donne ce que c'est T menu, indépendamment de la... Enfin, du raisonnement un peu avec les mains que j'ai fait tout à l'heure en me disant c'est le flux de tel composant dans telle direction, mais en réalité, ok, très bien, si vous avez une particule seule, vous avez son quadrivecteur énergie-impulsion, vous pouvez voir le flux dans toutes les directions, etc. Maintenant, si vous avez des interactions entre les particules, comment vous allez traiter l'énergie associée à ces interactions? Alors, dans le cas de l'électromagnétisme, on a vu comment le faire dans le cas, avec une interaction comme ça. Mais d'une manière générale, vous pouvez imaginer n'importe quel type de champ avec n'importe quel type d'interaction. Le point clé, c'est que dans tous les cas, ça va s'écrire avec, vous allez avoir S qui va être une somme des Lagrangiens. Enfin, donc j'écris que les Lagrangiens. Vous allez avoir L de l'espace-temps plus L de la matière de manière générale. Ce L de la matière comprend tous les champs que vous voulez mettre, toutes les particules que vous voulez mettre, toutes les interactions que vous voulez mettre, peu importe, ça va de toute façon s'écrire comme ça. Et donc vous allez avoir S qui vaut somme de ça, racine de moins G d 4x. Et maintenant, si vous écrivez delta S égale 0, en variant par rapport à tout ce qui peut être varié, enfin en variant, pardon, par rapport à la métrique en l'occurrence, vous allez obtenir, donc par rapport, vous pouvez varier par rapport à toutes les variables dynamiques, en particulier quand vous variez par rapport à la métrique, vous obtenez exactement l'équation. Donc lui, il va vous donner un terme avec G menu, lui, il va vous donner un autre terme, et c'est ce terme-là que vous appelez T menu. Donc, ça vous donne G menu moins kappa T menu, si vous voulez, égale 0,
avec T mu nu égale moins 2 sur racine de moins G, delta de L de la matière, racine de moins G, sur delta G mu nu. Voilà. Voilà finalement la définition, la seule définition réellement profonde de ce tenseur T mu nu. C'est simplement, vous variez l'action et vous voyez que ça vous donne un truc qui dépend de la métrique et de ses dérivés, qui décrit la géométrie de l'espace-temps, égal, enfin, ou moins quelque chose égale 0, donc égal quelque chose qui vient des dérivés de la matière et qui est de rang 2. Vous avez varié un scalaire par rapport à une métrique de rang 2, ça vous donne un truc de rang 2. Et donc, de toute façon, il sort cette équation-là. Après, l'interprétation physique de ce terme-là, ma foi, j'ai presque envie de dire, peu importe, l'équation, elle est là. Mais il se trouve qu'évidemment, on reconnaît là-dedans des choses qui étaient connues par avant, avec des densités d'énergie, des flux de densité, etc. Donc le tenseur, on l'appelle en français énergie-impulsion, on devrait appeler plutôt le tenseur énergie-contrainte, stress energy tensor en anglais, parce que, par exemple, la pression, c'est pas réellement un flux d'impulsion, c'est une contrainte. C'est-à-dire, vous avez un gaz, si je mets une paroi, oui, il y a une pression qui s'exerce sur la paroi, mais s'il n'y a pas de... Parce qu'il y a des particules qui rebondissent. Si je ne mets pas la paroi, ok, il y a les particules, elles traversent, mais il y a les autres qui traversent dans l'autre sens. En fait, le flux d'impulsion à travers, il est zéro, en réalité. Mais il y a quand même une contrainte, c'est pas pareil que s'il n'y avait rien. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle le shear, c'est-à-dire l'équivalent de la viscosité, mais si vous avez un mouvement... Mais même si vous n'avez pas de mouvement, si je prends cette table, par exemple, et que je la comprime sur elle-même, c'est pas pareil que si je ne la comprime pas. Il y a des contraintes, et ces contraintes, elles contribuent à la courbure de l'espace-temps. Ou si j'essaye de la déformer comme ça, un shear, c'est-à-dire je tire par là, je mets un espèce de couple, la matière, pourtant il n'y a rien qui bouge, mais il y a la contrainte qui est là, et ça contribue à la courbure de l'espace-temps. Hein. Donc c'est vraiment l'ensemble de ce tenseur. Mais encore une fois, la vraie façon, enfin, indépendamment de la signification de ces termes-là, de toute façon, le principe de moindre action nous dit que si l'action c'est R, alors ça donne une équation, ça donne l'équation d'Einstein. Voilà, égale kappa T mu nu, pour peu que T mu nu soit défini comme ça. Voilà. Monsieur, oui. Dans l'action totale de la relativité générale, G est couplé à tous les Lagrangiens, comme au Lagrangien électromagnétique, au Lagrangien de la particule, au Lagrangien d'interaction même, c'est-à-dire que... Oui. C'est comme si, bah oui, parce que si le graviton existe, c'est comme si le graviton était couplé à tous les champs, et il est même couplé à l'interaction entre ces champs. C'est un peu étrange, c'est pas bizarre. Il interagit avec tout. Mais non, parce que tous ces champs, ils vivent dans l'espace-temps. Ils vivent dans l'espace-temps. Donc ils ont besoin de l'espace-temps. Oui. Et par ailleurs, dès lors que l'énergie est la source de la gravitation, ou de la courbure, c'est un truc qui n'a pas d'énergie, ça n'existe pas, quelque part. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'énergie, ça n'est pas. En fait, c'est la façon dont les choses se manifestent, enfin, ou existent, c'est justement par leur énergie, enfin, par leur lien aux autres choses. Et quelque chose qui n'aurait pas de lien avec l'espace-temps, peut-être ça existe si ça n'existe pas dans l'espace-temps, donc on ne le voit pas, mais peut-être justement une formulation plus profonde nous donnera au-delà de l'espace-temps, c'est-à-dire avant la manifestation d'un espace-temps, peut-être comme propriété émergente, peut-être ça nous donnera accès à d'autres formes physiques qu'on ne voit pas actuellement. Oui. Le juste Lagrangien, là-bas, c'est L1. L mat. Oui, c'est toute la matière. Voilà. Donc ça inclut les interactions, ça inclut les champs libres, ça inclut tout. Bon, c'est bien, j'ai pas le
temps d'en dire beaucoup plus là. Malgré tout, enfin, on va faire autre chose. Oui, on a encore un peu de temps. J'espérais finir tout ça avant la pause. Juste une remarque. Bon, j'efface là. Enfin, deux remarques. Alors d'abord, tac. Oui, alors d'abord, donc S. Alors c'est ce qu'on appelle l'action de Hilbert-Einstein ou de Einstein-Hilbert. C'est donc somme, on a dit, de... Alors, je veux juste mettre les bons facteurs. Donc, en fait, il y a un C3 sur 16 pi G fois R. Donc, ça, c'est juste une normalisation compte tenu de... c'est pareil, ce 2-là, pourquoi ce 2-là? Si vous mettez un 8 là-bas au lieu du 16, il n'y a plus besoin du 2. Enfin, peu importe. Après, vous avez, comme je vous dis, il y a une certaine grandeur qui fixe l'intensité du fameux couplage dont vous parliez, là, tous les champs, enfin toute la matière, tout ce qu'on appelle matériel, champ ou pas, se couple à l'espace-temps avec une certaine valeur numérique. Donc voilà, quand on met les bons facteurs, ça donne ça. Alors les bons facteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire les facteurs qui, dans la limite des champs faibles, des vitesses non relativistes, etc., redonnent la loi de Newton, parce que la loi de Newton, elle marche très bien. Hein, donc G, ça a été mesuré par Cavendish, enfin indirectement, il y a des siècles. G vaut ce qu'il vaut. Bon, bah, il y a une grandeur numérique, donc d'une façon ou d'une autre, il faut qu'elle se retrouve là. Donc, ça se présente comme ça. Donc, on a dit moins racine de G des 4x. Donc, ça, c'est l'action la plus simple qui fait intervenir donc, un scalaire lié à la gravitation. En réalité, il y a un théorème de Cartan, en 1922, qui dit que G mu nu, celui-là, ce tenseur G mu nu, est le seul qui vérifie trois conditions. 1, dépend uniquement donc de G, comme je disais, des ronds G et des ronds de G. Deuxième condition, il a de divergence nulle. On a bien cette conservation d'énergie. C'est ça que cherchait Einstein pour rectifier son équation qui n'allait pas avec ce terme-là au début. Donc, celui-là, ça marche. Ce qu'a montré, donc, bravo Einstein, on a trouvé un à divergence nulle. Ce qu'a montré Cartan en 1922, c'est qu'il n'y a que celui-là en réalité qui est bien de divergence nulle. Il le faut si on veut avoir cette équation de la divergence du tenseur énergie-impulsion qui est nulle, qui ne dépend que des dérivées jusqu'à seconde. Alors, oui. Et troisième condition, telle que G mu nu égale 0, si G mu nu égale état mu nu. Autrement dit, si on est dans un espace sans gravitation, on a la métrique, enfin, dans un espace non courbé, oui, on a G mu nu égale 0 et donc T mu nu égale 0. On n'a pas de matière. Oui? C'est équivalent pour Est-ce que c'est équivalent les deux? Non, ça et ça? Non. Par contre, non, on peut avoir G mu nu égale 0 sans que G mu nu soit état mu nu. Par exemple, dans le vide, les ondes gravitationnelles se propagent. Et donc, vous avez un G mu nu qui n'est pas état mu nu. Par contre, si vous exigez que si on a état mu nu, c'est-à-dire si on a l'espace-temps de Minkowski, il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de gravitation,
Oui, non, si on est espace en Minkowski, il n'y a pas de gravitation. Oui, s'il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de matière. T mu nu égale 0. G mu nu égale T mu nu, enfin, kappa fois T mu nu. Donc, si vous exigez ça, en fait, il n'y a qu'un seul tenseur qui répond à ça, et c'est celui... Enfin, j'ai dit tenseur, il n'y a qu'un seul... Enfin, oui, il y a qu'un... Oui, non, pardon. Oublions ça. Oui, il n'y a qu'un seul tenseur qui répond à ça, c'est le tenseur d'Einstein. Alors, vous pouvez dire, et si on s'arrêtait aux dérivées premières? Oui, ben là, il n'y en a pas du tout, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment le plus simple. C'est le plus simple, mais il n'y en a qu'un. C'est-à-dire, toute la physique qu'on connaissait de toute façon avant, c'est toujours à l'ordre 2. C'est l'accélération qui vaut la force. Pas, enfin, m fois l'accélération. En tout cas, si vous arrêtez à l'ordre 2, il n'y a qu'une solution, c'est celle-là. C'est plaisant donc ça, c'est indépendamment d'un passage, enfin, d'une réflexion en termes d'action. Maintenant, c'est plaisant de passer en termes d'action parce que ça fournit directement une équation cohérente du couplage avec la matière sans postuler par ailleurs un T mu nu en agitant les mains pour dire ce que c'est lui-même que ce T mu nu. Alors d'un côté, on peut agiter les mains pour essayer de trouver ce que c'est que G mu nu, on peut agiter les mains pour essayer de trouver ce que c'est qui caractérise la matière, enfin l'énergie matérielle en termes d'un tenseur, ou on peut juste écrire des actions, et en l'occurrence, l'action la plus simple possible pour l'espace-temps. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de dire, OK, bah, je cherche un tenseur tel qu'on est ça, et il n'y en a pas d'autre, c'est lui aussi. Ma question en deux parties. On avait déjà nabla mu de G mu nu égale 0, et du coup, là, on l'a encore. Et la question que je me pose, c'est en fait, on a modifié l'équation qu'Einstein avait pour bien avoir nabla nu de G mu nu égale 0. Oui. Okay. Oui. Voilà. Et plutôt que de tâtonner pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher, Hilbert a dit, mais en fait, si je la dérive d'une action, ça va être automatiquement vérifié, et juste cherchons l'action qui va bien. Et il a pris celle-là parce que c'est la plus simple, si on veut rester enfin, à l'ordre le plus bas, et ça marche. Et ça donne, c'est-à-dire dériver ça, ça donne ce même G mu nu. Donc, il y a deux façons de l'obtenir, mais de l'obtenir comme ça, ça permet encore une fois d'avoir une cohérence complète avec la description de la matière et du coup aussi d'en déduire une définition formelle précise de ce que c'est que le tenseur énergie-impulsion. Donc c'est infiniment plus profond, à mon humble avis, dans cette formulation-là. OK. Alors, le kappa en question ici, donc si on met tous les bons termes comme il faut, c'est 8 pi g sur C4. Bon, que cela ne tienne. Et... Voilà. Et si jamais maintenant, on relâche l'hypothèse... si on relâche l'hypothèse qu'en l'absence de gravitation, T mu nu égale 0, donc ça veut dire sans gravitation, T mu nu égale 0. Si on relâche cette hypothèse, dans le théorème de Cartan, là, Cartan 1922, en fait, on obtient un tenseur plus général qui est, je vais noter tilde, qui est le G mu nu d'avant, plus lambda G mu nu, avec ici une constante. C'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Donc vous voyez qu'avec la constante cosmologique, donc vous rajoutez ici plus lambda G mu nu, avec cette constante cosmologique, effectivement, vous pouvez avoir
une courbure nulle, état mu nu, néanmoins T mu nu n'est pas nul. Et il vaut lambda G mu nu sur kappa. Why not? Alors, comme vous savez, au début, Einstein a écrit ça comme ça, puis après, il s'est aperçu que ça impliquait qu'il y avait l'expansion de l'univers, ça ne lui plaisait pas du tout. Il a rajouté lambda pour essayer de stabiliser tout ça. Et puis après, on a vu qu'en fait, oui, il y a une expansion de l'univers. Donc il l'a retiré. Hein, il a dit, ah, quelle bourde, j'aurais jamais dû l'introduire, j'aurais pu prédire l'expansion de l'univers. Alors qu'il a essayé d'empêcher, alors qu'il l'avait sous les yeux. Et donc il a rajouté le lambda pour empêcher ça. Sauf qu'en fait, il y a bien une expansion de l'univers. Donc, on la remet. Non, il a retiré, et finalement, maintenant, on s'aperçoit dans la cosmologie que, apparemment, l'univers est en expansion accélérée, et donc il y a bien un terme ici qui vaut ce qu'il vaut. Mais est-ce que c'est un effet qui va durer? Bon, il y a des questions autour de ça, mais oui. Juste pour y répéter, c'est le fait qu'on considère que même sans gravitation, T mu nu peut être différent de 0. Ouais. Oui, si on retire cette contrainte-là, c'est-à-dire on cherche le truc le plus général qui est formé à partir des dérivées jusqu'à dérivée seconde et qui est divergence nulle, en fait, il y en a qu'un, enfin le plus général possible, c'est ça, avec une constante, enfin un facteur multiplicatif près, bien sûr, hein, parce que si vous avez G mu nu qui marche, 20 fois G mu nu marche encore. Hein, donc quand je dis il n'y en a qu'un, c'est à un facteur multiplicatif près. Et il y en a un autre, ce serait d'ajouter un certain multiple de fois la métrique elle-même. Voilà. Et du coup, effectivement, vous avez, comme la métrique n'est pas nulle, vous avez T mu nu qui, en l'absence de gravitation, pour état mu nu, vaut lambda état mu nu. Donc c'est pas nul. Mais après tout, pourquoi pas? Et il semble bien que notre univers a une constante cosmologique qui n'est pas nulle. Alors, est-ce qu'on peut trouver ce terme en plus avec l'approche de Hilbert? Oui, bien sûr, aucun problème. On peut écrire une équation, enfin, une action de Hilbert-Einstein avec constante cosmologique. Enfin, il suffit d'ajouter... Vous vous rappelez, Hilbert, il cherchait un scalaire le plus simple possible, formé à partir de la courbure, enfin à partir de la métrique et de ses dérivés, voilà. Et donc il sort R. Évidemment, il y a un autre scalaire très très simple qu'on peut former, c'est un nombre. Donc oui, évidemment, vous pouvez ajouter ici un nombre quelconque. Alors, vous pouvez ajouter moins 2 lambda, pardon. Ça, c'est juste une constante. Oui, évidemment, si vous avez un scalaire, vous ajoutez un nombre pur qui ne dépend de rien, vous avez à nouveau un scalaire. Donc, il n'y a aucune difficulté à ajouter un nombre ici. Enfin, voilà. Et donc, et si vous faites maintenant la variation delta de cette nouvelle action par rapport à delta G, vous obtenez ici maintenant G mu nu plus lambda G mu nu. Vous allez dire, mais comment on peut sortir, si c'est une constante, sa variation, ça va faire 0? Ah oui, non, mais attention, c'est lambda fois racine de moins G. Il y a toujours racine de moins G là-dedans. Donc quand vous faites la variation de ce terme-là, il sort justement ça. Enfin, c'est tout bêtement, hein. Là pour le coup, c'est immédiat. Donc effectivement, l'équation la plus générale a ce terme lambda, sachant que ce lambda, il peut être nul aussi. Donc le plus général, c'est d'écrire ça avec lambda, et puis lambda, c'est un nombre quelconque à déterminer, ça dépend de notre univers. Et il semblerait que lambda soit pas nul dans notre univers. Bon, qu'à cela ne tienne. Ok, alors, what time is it? Il reste un quart d'heure. Et j'espérais qu'il reste à peu près 1h30. Du coup, alors c'est la fin de ce chapitre. On va commencer un nouveau chapitre. Mais ça va aller.
Ah, non. Il faut que je complète. T-menu. Je vais vous donner quelques T-menus. Donc effectivement, le T-menu pour une particule seule. Où est-ce que j'ai mis ça? Je me perds dans mes... Oui? Du coup, pour trouver ce que vous allez dire, là, par exemple, le T-menu pour une particule seule, ouais. on prend juste le Lagrangien que vous nous aviez donné ouais. de la particule seule, ouais. et on le met dans le d rond L sur ouais. la ouais. formule que vous nous ouais. avez donnée. Et ça marche. Okay. Oui? Moi, c'est une question, parce que je l'ai noté en haut. Vous avez mis un plus lambda G minu. Ouais. Du coup, ça veut dire que le G minu devant, c'est celui avec la... Enfin, c'est le tilde ou pas? Celui que vous avez mis? Ouais. Non, à l'avant encore. Encore un petit peu, le grand G. Ah, grand G, oui. Est-ce que c'est celui avec le tilde? Oui, c'est ça. Oui, du coup, c'est le tilde maintenant. Oui. Alors. Ah non, c'est là que j'ai dû le mettre. Ok, donc le T-menu d'une particule seule, une particule ponctuelle d'ailleurs, ça fait donc, alors la somme pour toutes les particules, je vais faire non, pour une particule pour commencer, donc MC donc UNU, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, hein, delta 4 de x moins x de taux sur racine de moins g. Et ça, il faut l'intégrer, bien sûr, sur toute la trajectoire. OK. Donc maintenant, pour plein de particules, vous faites une somme de tout ça. OK, pour chacune de... OK, je fais... Somme sur I des I. Ou le I, là, c'est un indice de particules, c'est pas un indice de tenseur ou quoi que ce soit. Et si maintenant vous faites pour... j'ai perdu une feuille, c'est pas grave. Si vous faites pour une collection de particules sans interaction, ce qu'on appelle la poussière, dans le référentiel, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça fait 0, 0, 0 comme ça, enfin ρ 0, 0, 0 comme ça. Si vous avez maintenant un fluide parfait, dans le référentiel de repos du fluide, ça vous fait ρ, P, 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 où P est la pression. Et ρ, la densité d'énergie. Et enfin, oui, non, c'est ça. Et si vous voulez l'écrire maintenant de façon covariante, c'est-à-dire dans un système de coordonnées quelconque, vous allez avoir ce T-menu qui vaut ρ plus P UMU UNU plus P état menu, où UMU, ça c'est la quadrivitesse
du fluide. Donc sans viscosité, il n'y a pas de termes diagonaux, il y a juste de la pression. Il n'y a pas de termes non diagonaux, pardon. Et vous avez la densité d'énergie. Donc ça, vous pouvez retrouver ça. Donc c'est des cas particuliers de fluide. Alors pourquoi je vous le note ici? Parce que ça, c'est ce qu'on utilise quand on fait de la cosmologie. On suppose qu'on est dans un espace... dans un espace-temps avec une foliation, avec des espaces homogènes isotropes, donc avec des symétries maximales au niveau spatial. Et donc on écrit le tenseur énergie-impulsion comme ça, et on peut résoudre les équations d'Einstein dans un cas comme ça. Alors, il est donc temps d'introduire le chapitre suivant, qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, hélas, mais le point clé maintenant, c'est qu'on a donc les équations d'Einstein. Et ces équations d'Einstein, elles sont parfaitement claires, parfaitement bien définies. Pigé sur C4. Tous les termes sont limpides. Maintenant, on sait ce que c'est que ce tenseur énergie-impulsion. On sait ce que c'est que ce tenseur d'Einstein en termes de la courbure, qui est parfaitement bien défini. On sait ce que c'est les coefficients de la connexion. On a tout compris. Tout ça est parfaitement clair. Simplement, cette équation, elle est juste impossible à résoudre. C'est trop l'enfer. C'est hautement... Enfin, c'est complètement... Dans le cas général, c'est absolument l'enfer de résoudre cette équation-là. Donc ça vous dit comment, si vous connaissez votre distribution de matière, en principe, vous pouvez calculer la métrique partout dans l'univers, à tout instant, en tout endroit. Sauf qu'en pratique, même si je vous donne des T menus relativement simples, on est incapable de résoudre ça. C'est un peu embêtant, mais n'empêche, on est content d'avoir mis le doigt sur la structure fondamentale qui relie effectivement la matière à la géométrie de l'espace-temps. Mais en pratique, c'est très très difficile à résoudre ça. Et alors du coup, comment on est sûr que ça marche? On est sûr que ça marche parce qu'on sait quand même le résoudre dans certains cas. Et le point, c'est qu'on ne peut résoudre cette équation-là en pratique, analytiquement d'une part, et même numériquement. Évidemment, numériquement, on peut faire beaucoup mieux qu'analytiquement, mais même numériquement, résoudre dans un cas un peu divers, enfin, même simple, mais un peu plus compliqué, c'est extrêmement douloureux en termes de, non seulement de temps de calcul, mais même de poser les équations proprement. Enfin, les équations, elles existent, mais poser les conditions aux limites, par exemple. Par exemple, vous avez deux trous noirs qui, vous avez tous entendu, voilà, on a deux trous noirs qui tournent les uns autour des autres et puis qui coalescent et ça émet des ondes gravitationnelles. Ça paraît simple, vous avez deux corps, vous avez une symétrie, enfin, vous avez un axe de rotation, etc. Calculer ces ondes gravitationnelles émises par deux corps en rotation comme ça, c'est extrêmement compliqué en soi. Il faut trouver des bonnes conditions initiales. Enfin, il y a énormément de difficultés. Toujours est-il que donc, on sait résoudre numériquement dans tout un tas de cas intéressants, et à chaque fois, ce qu'on trouve, c'est que ça colle. Mais on sait aussi résoudre analytiquement dans quelques cas extrêmement rares. En l'occurrence, quand il y a des tas de symétries dans le problème, parce que c'est toujours pareil, quand vous avez une équation compliquée, si vous avez des symétries, ça simplifie énormément la situation. Et donc, on sait résoudre ça dans le cas de la symétrie sphérique. Et donc, on verra la prochaine fois la métrique de Schwarzschild, qui est la première solution analytique qui a été sortie par M. Schwarzschild quelques semaines après qu'Einstein ait publié ses équations. C'est une prouesse assez remarquable. Et puis, il y a un autre cas donc important où on sait résoudre ces équations, c'est dans le cas d'un univers, d'un univers homogène isotrope. Évidemment, c'est énormément de symétrie, ça. Symétrie sphérique et stationnaire. En fait, c'est forcément stationnaire. Mais bon, bref, on verra la prochaine fois. Et univers homogène et isotrope. Et ça nous donne... donc c'est l'hypothèse qu'on fait en cosmologie. Donc si on regarde à grande échelle, on fait l'hypothèse que on peut faire des tranches d'espace-temps qui, du point de vue de l'espace correspondant, donc, enfin,
dont l'espace correspondant est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il y a un T mu qui a des symétries particulières, l'univers homogène et isotrope, et donc ça donne la métrique de donc, Friedman, Lemaître, Robertson et Walker. Vous avez peut-être vu pour ceux d'entre vous qui font de la cosmologie. Donc, dans ces cas-là, on sait résoudre l'équation d'Einstein, et c'est à peu près les seuls cas. On peut le faire aussi pour un trou noir en rotation, donc pas une symétrie sphérique, mais avec un moment angulaire. On peut faire 2-3 choses en plus, mais essentiellement, c'est ça qu'on peut faire. Donc, on verra ça rapidement. Mais donc, cette forme de T mu, c'est ce qu'on utilise dans le cas de la cosmologie, dans le cadre de la cosmologie. Oui. Pour le symétrie sphérique et stationnaire, est-ce que stationnaire, ça veut dire statique? Comme ça ne dépend pas du temps? Oui. Ça veut dire qu'il y a un champ... Quand je parle du temps, je parle de... on se place loin. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un champ de Killing dont je vais parler, dont j'espérais parler aujourd'hui, pour la prochaine fois, je vais l'introduire en 2 secondes. Ça veut dire qu'il y a un champ de Killing temporel, de genre temps. Donc là, j'ai prononcé des mots dont on n'a pas donné le sens. Et l'objectif du chapitre 7 ou 8, ça va être de donner un sens, c'est ce que j'espérais faire dans cette deuxième partie de cours aujourd'hui, mais tant pis, on fera la prochaine fois. J'ai dit qu'on sait résoudre ça quand il y a des symétries. La question, c'est quoi une symétrie? Comment vous définissez une symétrie? Comment vous dites qu'une sphère, c'est la symétrie sphérique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Évidemment, on a toujours notre intuition dans l'espace-temps, dans un espace euclidien. Donc on voit des surfaces, on les plonge dans un espace plus grand. Donc j'ai une patatoïde, et je dis ça, c'est pas très symétrique. Et puis je dis ça c'est bien symétrique, ça. Ça, c'est une sphère, c'est bien symétrique. Et puis après, j'ai l'ellipsoïde. À chaque fois, je prends les mêmes exemples. Là. Ça, c'est symétrique, mais ce n'est pas exactement tout à fait aussi symétrique. Hein, donc, j'ai peut-être une symétrie de révolution comme ça et comme ça, mais je n'ai pas une troisième symétrie de révolution. Enfin, ça dépend si je fais à 2 axes ou 3 axes l'ellipsoïde. Enfin, je peux faire un ellipsoïde de révolution, par exemple. Ça n'a pas tellement de symétrie. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comment vous allez dire que... Parce qu'on est d'accord que c'est la même variété. Par contre, ce n'est pas la même variété munie d'une métrique, ni même munie d'une connexion déjà. Donc en fait, on sent bien que la symétrie, c'est la symétrie de la connexion, ou de la métrique, puisqu'on hérite pour nous la connexion de la métrique. Donc on a ici, on parle de symétrie de la métrique. Et comment on définit ça? Comment on va dire? Parce qu'on est d'accord qu'on veut trouver... Les équations d'Einstein consistent à trouver une métrique. Et si je dis, OK, c'est trop compliqué à résoudre, je vais me mettre dans un cas symétrique. Je cherche une métrique qui a une certaine symétrie. Ça veut dire quoi, en fait? Comment j'implémente ça? Parce que, alors, oui, quand on voit une métrique comme ça, on se dit, oui, il y a des symétries, il y a des zéros partout, c'est diagonal, ça doit être sympathique. Mais si je vous donne cette métrique-là dans une autre base, il va y avoir des termes partout, et vous n'allez pas voir que c'est symétrique. En fait, comment on définit une symétrie? Et donc, il faut introduire un petit peu de mathématiques. Quelle heure est-il? Oh, on peut commencer. Non, peut-être pas. Est-ce qu'on commence? Sinon, ça veut dire qu'on va finir en avance. Non, c'est pas possible. On peut pas. C'est pas notre style. Non. Vous penseriez que je suis malade ou qu'il m'est arrivé un truc. Non, tout va bien. Mais en même temps, si on commence, j'ai peur qu'on déborde encore plus que d'habitude. Donc, on va pas commencer. Juste, je vous fais remarquer aussi une autre chose, c'est que c'est normal que ça... Enfin, ça, c'est très difficile à résoudre
Bon, parce que c'est des équations complexes avec des dérivées secondes dans tous les sens, des termes croisés, etc. Je vous fais remarquer aussi que ces équations-là, d'abord, ce n'est pas une équation, ce n'est pas l'équation d'Einstein, c'est les équations d'Einstein. Il y en a 10 des équations ici, en fait. Hein. En fait, il y en a 4 x 4, 16, mais comme ça, c'est un tenseur symétrique, et ça aussi, en fait, si vous avez certains termes, vous avez les termes conjugués qui sont définis. Donc, en fait, vous avez tous ces termes-là. Pour la métrique, si vous avez tous ces termes-là, vous avez les autres qui s'en déduisent par symétrie. Hein. Donc, en réalité, donc ça fait 10, évidemment. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, vous avez en fait 10 équations. Si 10 équations sont toutes couplées les unes aux autres avec des dérivées premières et secondes, vous comprenez que c'est très compliqué. Mais je vous fais remarquer que ces équations, j'allais dire cette équation, donc ces équations d'Einstein, à elles seules, décrivent tous les espaces-temps possibles. C'est-à-dire tous les espaces-temps possibles et imaginables. Vous mettez des masses n'importe comment, des trucs qui bougent dans n'importe quel sens, n'importe quel champ électromagnétique dedans, n'importe quel contenu matériel, partout dans l'univers, tout ça, ça va être solution de cette équation. Donc en fait, il y a une extraordinaire liberté derrière ça. C'est pas une équation, si vous enfin, bon, bref. Oui, donc ça contient énormément, enfin, il y a énormément de métriques qui vérifient ça. Enfin, de métriques et de distribution de matière qui définissent ça. Donc, il y a plein d'univers possibles. Donc, quand on fait de la cosmologie, c'est extraordinaire qu'on puisse dire je fais l'hypothèse que c'est homogène que l'espace est homogène et isotrope, et finalement, ça me restreint T mu nu à une forme extrêmement simple, avec simplement ce qui n'est pas connu, c'est quel est le lien entre P et ρ, c'est quoi l'équation d'état du fluide cosmique, si vous voulez. Mais ça restreint énormément. Et du coup, on peut résoudre la situation. J'attire votre attention sur le fait que c'est pareil pour les équations de Maxwell. C'est-à-dire, les équations de Maxwell, vous avez une équation, mais en fait, ça peut décrire toutes les situations physiques, toutes les distributions de charges et de courants que vous pouvez avoir et tous les champs électromagnétiques. Donc, vous direz, évidemment, si je change la distribution de matière, je vais avoir, j'ai un autre univers, donc c'est normal. Mais même si vous mettez 0 ici, si vous mettez égal 0 là, donc vous avez G mu nu égale 0. Même ça a énormément de solutions possibles. Imaginez n'importe quelle distribution de masse qui bouge dans tous les sens quelque part, et vous vous mettez dans une région vide, là où il n'y a plus les masses, et il y a toutes les ondes gravitationnelles qui passent en provenance de ces masses-là. Vous êtes dans le vide à chaque fois, ou même ondes gravitationnelles ou pas, même une situation statique. C'est-à-dire, vous avez une masse là, une masse là, une masse là, puis une masse ici qui bouge comme ça, puis deux masses qui tournent les unes autour des autres, puis vous regardez ici. Ici, G mu nu égale 0. D'accord ? Le tenseur énergie-impulsion vaut 0, G mu nu vaut 0. N'empêche que, voilà, G mu nu égale 0, vous aurez le grand G mu nu égale 0, vous aurez la métrique, petit G mu nu, qui vaut quelque chose qui dépend de la situation particulière des masses que vous avez mises. Si vous mettez une autre distribution de masse et de vitesse, etc., ça va vous donner un autre G mu nu, mais il sera toujours solution de G mu nu égale 0. Hein? Donc écrire G mu nu égale 0, on se dit, ouais, je vais résoudre. Non. Mais c'est normal qu'on ne puisse pas, parce que vous pouvez avoir une quantité de choses colossales. Mais c'est pareil avec les équations de Maxwell. Vous écrivez les équations de Maxwell dans le vide. Rho de B égale machin, etc. div de B, voilà. Vous mettez dans le vide, pas de courant, pas de charge, J égale 0, ρ égale 0, et vous pouvez obtenir, par exemple, l'équation d'onde. Vous savez, vous obtenez ça. Moins epsilon 0 mu 0, et donc là, vous identifiez que... Pardon, moins epsilon 0 mu 0, vous identifiez que ça, c'est 1 sur C2, enfin, vous reconnaissez la vitesse de la lumière comme ça, D2 sur dt2, égale 0. Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça. Ça, c'est une équation qui peut accommoder toutes les ondes électromagnétiques que vous pouvez imaginer.
Vous avez cette source de lumière, celle-là, il y a votre téléphone qui émet des ondes. Là, en ce moment, là, le champ électromagnétique ici, alors qu'il n'y a pas de charge et pas de courant, là, bah, il vaut quelque chose. Et là, maintenant, il vaut tout à fait autre chose. Et tout ça, c'est solution de cette bête équation. Donc, il faut se méfier des équations qui ont l'air faciles, d'accord? Ça contient tous les champs, toutes les situations d'ondes électromagnétiques possibles et imaginables. Vous rajoutez le CMB qui passe aussi là, fond diffus cosmologique. Tout est là. Tout ça, ça vérifie delta E, c'est sûr. Ça, c'est sûr, puisque c'est les équations de Maxwell. D'accord? Enfin, à supposer qu'elles soient correctes, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. Donc, vous voyez, c'est absolument colossal. Et de la même façon, G mu nu égale 0. Il ne suffit pas de dire, OK, je suis dans le vide et donc je résous. Non, non. Vous êtes dans le vide, vous ne résolvez pas. Vous êtes dans le vide, vous faites des symétries, et là, vous avez peut-être une chance de résoudre. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on fera donc la prochaine fois, mais uniquement après avoir défini ce que ça veut dire une symétrie. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Donc on peut dire, voilà, je mets un R θ phi, je mets une symétrie sphérique qui ressemble à... Oui, d'accord, mais ça, c'est pas rigoureux. Et donc, bah, ouais, c'est ça qu'on fera la prochaine fois. Et vous voyez, on va finir en avance de 6 minutes. À moins que vous ayez des questions.